Alors pour la troisième présentation, on va recevoir donc Yasmine Farage, qui est une étudiante à la maîtrise en physique expérimentale dans le groupe du professeur donc Mathieu Roine. Roine, c'est comme ça qu'on prononce? Juin? Ah pardon, Juin, excusez-moi. Elle va nous parler de musique et de musique électronique, en particulier d'un groupe que je ne connais pas, donc les Électrons, avec sa présentation quand les électrons jouent de la musique. Allô tout le monde, j'espère que vous avez eu le temps de remplir vos verres au bar, là. Mais c'est ça, je pense pas que vous en aurez besoin, là, par contre. Donc, effectivement, moi je suis étudiante à la maîtrise. Ce soir, ce que je vais faire, c'est vous présenter mon projet de recherche, puis le but, c'est que vous compreniez un petit peu ce qui se passe en fait dans un laboratoire en physique. Donc, pour commencer, une guitare. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent de la guitare? Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui jouent pas de la guitare qu'on n'a jamais vu de leur vie? Ouais, ok. Le fonctionnement d'une guitare, c'est quand même assez simple, hein. Donc, on a des cordes, puis, il suffit de placer notre main à un endroit sur une des cordes, puis utiliser l'autre main, en fait, pour faire vibrer la corde. Ça va donner une longueur à la corde, puis ça va nous donner une certaine note. Puis si on veut changer de note de musique en restant sur la même corde, ce qu'on peut faire, c'est bouger notre main vers le bas pour raccourcir la corde. Puis là, ça nous donne une note plus aiguë. Donc, plus la corde est courte, plus la note est aiguë. Moi, je travaille avec ce qu'on appelle des résonateurs. C'est exactement le même fonctionnement. C'est des petites cordes qui ont une certaine longueur, qui vont me jouer une note de musique. Puis si je choisis une corde plus longue, ben, la note, elle va être plus grave. Sauf qu'en réalité, c'est pas des cordes, c'est des circuits électriques en métal. Et en fait, ce qui va vibrer, c'est le champ électrique à l'intérieur du métal. Puis le métal avec lequel je travaille, c'est un métal qu'on appelle supraconducteur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un conducteur parfait, mais seulement à très très basse température. Joël a déjà fait la joke, là. Moi, je travaille à moins 265 degrés. C'est plus froid que la température qu'on a dehors en ce moment. Mais c'est ça. En réalité, ça ressemble à ça. Donc, ce qu'on voit en clair, en fait, sur la photo, c'est le métal. Puis l'espèce de petit chemin qu'on a ici, là, c'est mon résonateur. Puis c'est à l'intérieur de ça que mon champ électrique va voyager. Ce résonateur-là fait à peu près 10 mm de long. Donc, si on vient à notre guitare, si par exemple, avec ma guitare, je veux jouer un La. Est-ce que vous savez tous c'est quoi un La? Le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Le. Un La, ça correspond à 440 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma corde de guitare, elle va vibrer 440 fois par seconde. Puis là, tantôt, je vous disais, plus notre corde est courte, plus la note est aiguë. On est tous d'accord ici, je pense, pour dire qu'une corde de guitare, ça fait pas 10 mm. C'est vraiment plus gros. Moi, je joue pas de la guitare, malheureusement, donc je sais pas combien ça fait, mais je pense que ça fait à peu près 1 mètre, là. Donc, imaginez combien de fois ma corde, elle va vibrer dans mon petit résonateur qui fait 10 mm. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Non? Personne? Tough crowd, dis donc. Ben, en fait, ça va vibrer 4 à 5 milliards de fois par seconde. C'est vraiment rapide. Puis d'ailleurs, c'est un régime qu'on appelle en fait les micro-ondes. Le même principe de fonctionnement que dans les micro-ondes que vous avez dans vos cuisines. Puis d'ailleurs, fun fact, la nourriture en fait de vos micro-ondes, il faut qu'elle tourne parce que sinon, il y aurait juste des petits patchs de 10 mm de nourriture qui seraient chauffés, puis le reste, en fait, il serait froid. Donc, c'est ça. Donc, moi, je travaille dans ce qu'on appelle le régime des micro-ondes. Donc, ça fait le tour pour les résonateurs, mais c'est quoi le rapport avec les électrons? Je travaille quand même en quantique, là, donc faut qu'on en parle. Partons de la base, l'électron. C'est une particule subatomique, donc plus petite qu'un atome, qui a une charge électrique négative. Elle est particulièrement importante en physique et en information quantique parce que grâce à ça, on peut faire ce qu'on appelle des qubits. Et moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle les qubits de charge et les qubits de spin. Donc les qubits, c'est comme les bits en informatique, le 0 et le 1, sauf qu'ici, ils sont quantiques, d'où le Q avant le bit. Donc, les qubits moi, je m'intéresse particulièrement aux qubits de charge qui dépendent de la présence ou non des électrons. Puis les qubits de spin, le spin qui est une propriété en fait de l'électron. Rodolphe va vous en parler après, mais c'est comme un petit aimant en fait. Puis grâce à ces qubits, on peut faire un ordinateur quantique. Par exemple, ici, on a l'ordinateur quantique à Bromont.
Puis l'ordinateur quantique, en fait, là-dedans, c'est pas le gros truc doré, là, c'est la petite puce qu'il y a tout en bas. Puis le reste, en fait, c'est juste le réfrigérateur qui sert à refroidir, en fait, l'ordinateur. Puis grâce aux ordinateurs quantiques, à la place de faire des calculs les uns après les autres, on serait capable de faire des calculs tous en même temps et donc d'être vraiment plus efficace. Puis, une des façons d'étudier l'électron à laquelle je m'intéresse, c'est de le piéger, en fait. Puis pour le piéger, j'utilise ce qu'on appelle un puits de potentiel. Donc, imaginez que vous avez vos petits électrons qui vibrent sur une ligne imaginaire. Moi, ce que je peux faire, en fait, c'est de décider de la forme que va prendre cette ligne imaginaire, qu'on appelle le potentiel, en appliquant un voltage qui va nous permettre de piéger, en fait, l'électron à l'intérieur d'un puits, par exemple. Puis donc là, on a réussi à créer ce qu'on appelle un piège quantique, ou une boîte quantique, ou un quantum dot, ou un point quantique, ça a plein de noms différents. Puis on peut piéger un électron, on peut piéger 2 électrons, on peut piéger aucun électron, et on peut piéger un électron pour exploiter ses propriétés, comme le spin par exemple. La prochaine étape maintenant qu'on a réussi à piéger l'électron, c'est de le mesurer. Puis la mesure en quantique, c'est tout un problème. Pour vous exposer un petit peu le défi, prenons un électron, puis prenons 2 puits. Si vous voulez observer l'électron dans les puits, je pense que vous allez me dire qu'il est soit à droite, à votre gauche, ou à gauche, ma gauche. Donc soit à droite, soit à gauche. Sauf qu'en réalité, en quantique, il est dans les deux en même temps. Puis ça, c'est vrai, tant qu'on ne le mesure pas. Donc, la mesure, en fait, en quantique, ça entraîne l'effondrement de l'état quantique. Donc, ça veut dire que ça force l'électron à se placer dans un des puits ou un des pièges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que quand on piège notre électron, on vient perturber son état en le mesurant. Puis, ça revient essentiellement à se retrouver avec un ordinateur classique parce qu'on a juste 2 états possibles à la place d'une infinité d'états possibles. Donc, tout le travail qu'on a fait pendant des mois et des années à rendre ça quantique, ben, ça ne sert plus à rien parce qu'on a un ordinateur classique qui n'est même pas si bon que ça, en fait. Donc, personne n'est content. Une des solutions à ça, c'est ce qu'on appelle la mesure de non-démolition quantique, qui, comme son nom l'indique, nous permet de mesurer sans démolir. Et puis ça, on utilise notre fameux résonateur ou notre fameuse corde de guitare. Puis donc là, ça implique de juste combiner les deux ensemble. Mon piège et ma guitare. Puis là, tout le monde est content. Puis donc, comment ça marche? Là, je vais vous emmener faire un tour au laboratoire. Mon day-to-day en physique. Donc ça, c'est une puce. Puis sur cette puce, j'ai plusieurs résonateurs. Ça, c'est un schéma de la puce. Oups, ça marche pas. Un schéma de la puce. Sur cette puce, j'ai 4 résonateurs. Puis cette puce-là, elle fait à peu près 10 mm par 10 mm. Donc un petit carré de 1 cm. Là. Si on se concentre sur un résonateur. Oups. OK. Un résonateur. Allô? Ah oui, OK. Un résonateur. Mon résonateur ici, il fait 10 mm de long. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait... Mon Dieu, ça rush. OK, il fait 10 microns de large. 10 microns, c'est 10 fois plus petit qu'un cheveu, en fait. Donc, vraiment, vraiment fin. Puis mon piège, là-dedans, il est où? Il est tout en bas. La photo est vraiment, était vraiment mieux sur mon ordi, là, mais tout en bas, en fait, on a un petit rond, là, ici. C'est ça, mon piège. Puis ce piège-là, il fait à peu près 100 nanomètres. 100 nanomètres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la même taille qu'un virus. Donc, vraiment, vraiment petit. Puis, essentiellement, si on avait un virus sur la puce, on le verrait au microscope. Puis, si on avait une poussière aussi, ben, ça viendrait un peu nous déranger dans nos mesures parce que ce serait sûrement plus gros que la largeur du résonateur ou plus gros que notre piège. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir de poussière, en fait. Puis, c'est pour ça qu'on fabrique ces échantillons-là dans ce qu'on appelle des salles propres. Donc, une salle propre, comme son nom l'indique, c'est une salle qui est propre. Donc, on a moins de 100 poussières par pied cube. Pour vous faire comprendre, ici dans la salle en ce moment, on a sûrement plus de 1 million de poussières par pied cube. Puis ensuite, on mesure ça dans ce qu'on appelle un réfrigérateur à dilution. Puis on va placer notre puce tout en bas, en fait, qui est le point le plus froid, et où la température est à moins 273 degrés Celsius.
Donc, c'est vraiment plus froid que la température dans le vide, dans l'espace, en fait. Donc, c'est vraiment cool de savoir que dans nos laboratoires, on a un des endroits les plus froids de l'univers. Donc, vraiment nice. Puis, c'est quoi le rapport avec la musique? Donc, on a notre guitare qui nous joue une note de musique. Si on rajoute un piège, le petit piège, bah, techniquement, ça ne change rien, en fait. Ça ne devrait pas. Tant qu'on n'applique pas de voltage. Parce que si on n'applique pas de voltage, on a juste nos petits électrons qui vibrent en suivant la ligne imaginaire. Par contre, si on applique le voltage, on crée un piège. Puis là, notre électron va pouvoir tomber dans le piège. Puis c'est justement ce mouvement-là qui va changer, en fait, notre note de musique. Puis ça, c'est dû à ce qu'on appelle le couplage capacitif. Donc, prenez le temps de lire la slide, c'est important. Le couplage capacitif, donc ça implique la capacité. Puis la capacité, c'est la facilité, en fait, à déplacer les électrons. Puis c'est justement ce déplacement d'électrons qui va entraîner un changement de fréquence. Donc imaginez, en fait, que votre corde a une certaine tension, puis qu'on vient changer la tension sans changer la longueur de la corde. C'est exactement ce qui se passe. Je vais vous demander de me croire quand je vous dis que le changement le déplacement d'un électron entraîne le changement de fréquence. Je pourrais vous montrer toutes les équations derrière, mais je ne pense pas que vous avez envie de les voir. Donc, je vais vous épargner ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on mesure, en fait, on a plein de notes qui changent partout. Puis, chaque note qui change, ça nous indique, en fait, qu'un électron s'est déplacé dans notre piège, qu'il est entré ou qu'il est sorti. Puis, avec ça, on peut se retrouver avec une partition de musique. Puis donc, au laboratoire, ce n'est pas exactement des partitions de musique qu'on mesure. Nos partitions, elles ressemblent plus à ça. Donc, des trucs vraiment colorés, un peu jolis. Là. Puis les lignes bleues, en fait, c'est ça, nos changements de notes. Donc, chaque ligne bleue nous dit qu'on a un électron qui est entré ou sorti. Puis ça nous permet de compter nos électrons dans les pièges et aussi de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Puis donc, la conclusion, c'est qu'on est capable de détecter des électrons qui sont piégés sans les perturber, grâce à notre corde de guitare. Puis, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un autre piège ou une autre corde? Eh bien, en ajoutant une autre corde, on a essentiellement un autre instrument, donc on peut se retrouver avec un orchestre. Et si on ajoute un autre piège sur la même corde, ben là, on a chaque piège qui joue une note différente, mais avec la même corde de guitare. Donc, c'est quand même cool. Et voilà. Merci. Merci pour la présentation. On a des temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah, dans le fond, oui. Ça voudrait dire qu'un Beethoven était un fabuleux ordinateur quantique. Sans le savoir, ouais, sûrement. Oui. Ouais, alors là, on s'en va dans des trucs assez techniques. Là. Ouais. Donc, on m'a demandé, en termes de fabrication, comment est-ce que ça se fait pour fabriquer le petit piège de 100 nanomètres. Donc là, on s'en va dans des trucs vraiment techniques, mais moi, j'utilise un gros appareil qui coûte sûrement plusieurs millions de dollars, qui nous permet justement de dessiner des petits patterns de cette taille-là. C'est ça, au 3IT. Ah, 5 microns, moi je fais ça tous les jours. Là. Ah, on a une autre question? Allô, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Super intéressant. Comme les autres présentations, il y avait des applications potentielles à la technologie. Est-ce que vous envisagez dans votre groupe de recherche une application ou deux potentielles à cette méthode? Ouais. Merci. C'est ça. Donc, moi, j'ai mentionné brièvement ce qu'on appelle les boîtes quantiques. Avec des boîtes quantiques, on peut faire des qubits de spin. Donc, le but final de mon projet de recherche, c'est de faire des qubits de spin. Puis, c'est aussi ce qu'on appelle la mise à l'échelle, parce que sur une puce, c'est difficile de mettre plein de qubits sur une même puce. Donc, on essaye de simplifier l'architecture le plus possible pour simplifier la mise en place de l'ordinateur, essentiellement.
On a le temps pour une toute petite dernière question. Non? Bon, bah merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.